À Drouot, les murs sont rouges. Rouges, comme la passion des hommes et des femmes pour l'art ou les objets de collection. Ils se battront pour leur lot, ils vont faire vivre leurs enchères jusqu'à ce qu'elles soient la meilleure. Mais s'ils souhaitent rester discrets, un homme se chargera de donner de la voix pour eux. Et il s'agit du crieur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Prudence. Alors merci de nous accorder un peu de votre temps pour nous parler de votre métier. Je vous ai découvert dans un podcast de France Culture. C'était un épisode spécial sur Drouot, l'esprit des lieux. Vous disiez que votre métier était extraordinaire, c'était le métier de crieur. Et la première question que je pose à tous les invités du podcast, ça devient la tradition au micro des plus beaux métiers du monde, c'est lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous imaginiez déjà devenir crieur ou est-ce que ça s'est imposé par la force des choses ? Non, pas du tout. Vous imaginiez pas crieur ? Non. À l'âge de 13-14 ans, je me voyais moniteur de ski l'hiver et guide de haute montagne l'été. Parce que j'ai des origines savoyardes, donc je passais toutes mes vacances d'été et d'hiver en Savoie. J'adore le ski, j'adore la montagne. Ce sont des passions de très longue date. Et quand j'avais 13-14 ans, je me voyais bien finir moniteur de ski, vivre à la montagne. J'étais parisien, je suis né à Paris. Mon père travaillait à Drouot, ce qui a facilité beaucoup de choses. Il était crieur comme vous ? Non, il était commissionnaire, voilà. Et il était héritier du coup de la tradition savoyarde de Drouot. Voilà. Vous êtes arrivé à Drouot à peu près quand Je suis arrivé à Drouot, j'avais 22 ans. J'ai arrêté mes études qui ne me plaisaient pas, donc assez tôt. C'était des études des études toutes bêtes, voilà. Le lycée, je suis allé jusqu'au bac que j'ai raté. Ouais. Ensuite, je suis mis dans une boîte à bac que j'ai pas supportée. J'ai arrêté au bout de 3 mois. Et là, il a fallu que je fasse une année de service militaire. Et en rentrant de cette année sabbatique, mon père m'a dit un soir, tiens, il y a une place de crieur qui se libère à Drouot, est-ce que ça t'intéresserait ? J'avais déjà vu un peu comment ça se passait. Et j'ai dit oui. Comme ça ? Comme ça. Vous aviez déjà une connaissance des ventes aux enchères, enfin, comment oui, ça se passe ? Oui, bien sûr, parce que moi je venais chercher mon père régulièrement à Drouot, je connaissais le milieu, je connaissais un peu toute cette ambiance à l'époque de l'ancien Drouot, donc avant que Drouot parte à Orsay. Est-ce que vous pourriez nous raconter justement un peu ça, Drouot nous, on ne connaît pas, enfin, les gens de ma génération ne le connaissent pas. Le Drouot d'avant, il a été détruit en 76. Ok, et il était au même emplacement. C'était un vieux bâtiment, tout en pierre de taille, très chic, avec des grands escaliers, des grandes salles avec des verrières. C'était très très beau. Voilà. C'est fou parce que c'est dommage. Je pense qu'avec le recul, c'est dommage de l'avoir détruit. On aurait pu l'aménager, le rendre plus moderne, le rendre peut-être plus accessible. C'est un bâtiment magnifique, qui avait énormément de charme. En attendant que les travaux se fassent, on est allé à Orsay, dans la gare d'Orsay, où est le musée actuellement, où il y avait 16 salles. Ça, c'était en quelle année ? En 77. C'est fin 76, début 77. Et on est resté 3 ans à Orsay, le temps que les travaux... Vous avez connu les ventes aux enchères avant les téléphones ? Ah oui, bien sûr, oui. Et donc ça se passait comment ? Moi, j'ai débuté à Orsay en début 77. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Les ventes aux enchères les gens étaient tous dans la salle, c'était du présentiel. Il n'y avait rien, c'était la vente aux enchères. Vous parliez aussi du fait qu'on vous appelait les aboyeurs à Drouot. Oui. Enfin, ce que je trouve assez péjoratif, mais... On peut nous appeler crieurs, aboyeurs, Après, vous savez, il y a des petits nominatifs comme ça qui se font certaines fois, qui collent à la peau de certaines personnes. Nous, on n'a jamais été très crieurs, aboyeurs, animateurs. On dit aussi que vous êtes les voltigeurs de Drouot. Voltigeurs. Enfin, on était... Notre métier, si vous voulez, on est le trait d'union entre le commissaire-priseur à la tribune et la salle, et les acheteurs. À l'époque, tous les acheteurs étaient en salle, c'est-à-dire que tous les lots étaient achetés en salle. Il n'y avait pas d'achat sur Internet, il n'y avait pas d'achat au téléphone, chaque enchère était en salle. Et à l'époque, tout se vendait. Donc, à chaque objet, on allait porter un ticket à l'acheteur, on lui prenait son règlement, parce que les ventes aux enchères, sont faites au comptant, c'est-à-dire que les gens doivent payer à l'adjudication de leur objet. Et donc, c'était un va-et-vient permanent dans la salle, à chaque objet, à le juger, on allait voir la personne, on prenait son identité, on ramenait l'argent, on avait un clerc au procès-verbal qui écrivait tout à la main et qui rendait la monnaie sur la somme d'argent qu'on leur apportait, on rendait la monnaie aux gens et le lot d'après, on continuait.
Et maintenant, oui, c'est un peu plus désuet. Maintenant, avec les téléphones, déjà, il y a eu énormément d'enchères donc, par téléphone. Et depuis l'arrivée d'Internet, alors là, Vous pouvez toujours enchérir pour le compte de certains de vos clients. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pour garder une certaine discrétion, et du coup, ça veut dire que vous enchérissez un peu. Il y a encore pas mal de gens qui nous font confiance. C'est un métier qui marche énormément sur la confiance, vis-à-vis du commissaire-priseur qui nous emploie, et vis-à-vis des professionnels pour qui on achète de temps en temps. C'est une question de confiance. Et du coup, le crieur, en dehors de la salle des ventes, quelles sont vos activités du coup, puisque ça repose sur la confiance? Est-ce que vous avez des... On est en relation avec beaucoup de professionnels, antiquaires, brocanteurs, collectionneurs. Voilà, on leur donne des indications sur les ventes à venir. Quand des gens ont des choses à vendre, on peut les guider sur telle ou telle étude, parce que telle ou telle étude est plus spécialisée dans un domaine que dans l'autre. Il y a des tas de choses qui se font après. C'est un tout petit village, Drouot. Drouot, c'est un petit village où tout le monde se connaît bien, où beaucoup de gens se jalousent, que ce soit les commissaires-priseurs, que ce soit les antiquaires, que ce soit les experts, que ce soit les clercs, les crieurs, les brocanteurs, les collectionneurs. Tout ce petit monde se retrouve à Drouot. Un petit peu moins maintenant, parce qu'avec Internet, on peut visionner les expositions très facilement sur l'écran. Il y a encore 10-15 ans en arrière, pour tout ce monde de l'Antiquité, le point de passage tous les jours était Drouot. On se retrouvait tous entre 11h et midi à Drouot. Le hall de Drouot était plein. Tous les gens étaient là. Tout le monde se croisait. Tous les petits brocanteurs qui déballent à Saint-Ouen le samedi matin, comme les grands antiquaires du Faubourg Saint-Honoré ou du quai Voltaire, comme des très grands collectionneurs ou collectionneuses. Je peux vous citer Madame Pinault à l'époque. Il y a plein de gens. On a des hommes politiques qui passent régulièrement. Et tout ce monde, tout ce petit monde, si on peut dire, se croise dans cet endroit qu'est Drouot, qui est unique au monde et qui est magique. Pour moi, qui est magique. Ça fait 47 ans que j'y travaille. J'y ai beaucoup travaillé. Je pense que je suis la personne qui a passé le plus de temps dans cet établissement, toutes professions confondues. À une époque, je vendais pour 15 études différentes, ce qui représentait à peu près une vente par jour. C'est un métier qui est assez rude là-dessus, mais enfin... Vous dites que c'était un métier extraordinaire dans cette oui. émission. Ce qui est extraordinaire, c'est un métier de contact, ouais. C'est un métier de rencontre, point de vue personnalité. Vous rencontrez des gens à Drouot que vous ne rencontrez pas dans les banques ou dans les assurances. On a des gens qui sortent de l'ordinaire. Les grands collectionneurs, les grands brocanteurs, les très grands professionnels de l'Antiquité sont des gens qui sortent de l'ordinaire. Et puis on a la chance de voir et de toucher des millions d'objets. Alors ça va des fonds de succession, des fonds de tiroir qu'on vend en manette en début de vente, jusqu'à des objets qui vont être préemptés par la Bibliothèque nationale, par le Louvre, des objets qui vont finir dans les musées. Nous, on a la chance de pouvoir les toucher, ces objets-là. Moi, je pense que le toucher d'un objet, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Je voulais vous parler aussi de votre rapport à l'art, justement, en tant que crieur, parce que du coup, vous n'avez aucune... formation enfin nous vous voyez, enfin j'ai un rapport plus biaisé moi avec les objets etc parce que je viens d'une formation où voilà on fait de l'histoire de l'art donc on a une approche plus théorique, pas une approche touchée. Et du coup je voulais dire quel est le rapport d'un crieur, vous avez en ayant fait toutes vos études, ce qui est très bien, vous avez un approche assez théorique de l'objet. Moi qui ai appris sur le tas entre guillemets, j'ai une approche très basique de l'objet. J'ai tout appris comme ça au fur et à mesure, en regardant. J'ai la chance, vous dites, d'avoir fait des milliers de ventes, donc avoir vu des millions d'objets passer, et en me renseignant auprès d'experts, auprès d'antiquaires, de comprendre. C'est quoi un bel objet pour vous? C'est un objet qui vous plaît. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. Un bel objet, c'est un objet qui vous plaît. Je suis toujours effaré maintenant dans notre société, quand on fait des expositions, et quand à la sortie, il y a des expositions qui sont très belles, il y a des expositions qui sont moches. Mais tout le monde trouve ça beau à la sortie. C'est terrible. Je vois très peu de gens critiquer. Et il faut avoir un œil critique dans l'art. On ne peut pas tout aimer. On ne peut pas sortir d'une exposition Warhol en disant c'est merveilleux, et puis aller voir les pastels à Orsay et dire oh là c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Oui, c'est bien. Mais après il y a des choix, il y a des goûts, il y a un bel objet. Enfin pour moi un bel objet c'est un objet qui vous plaît, que vous avez envie d'avoir à la maison, que vous avez envie de posséder. Posséder un objet, c'est ça qui est terrible.
quand je suis rentré dans ce métier, ce qui fait déjà maintenant pas mal d'années, et à l'époque, il y avait un vieux marchand qui s'appelait Monsieur Manoukian, qui a été un grand découvreur de tout ce qui était Art Nouveau, Art Déco, qui était une figure de Drouot à l'époque, et qui m'a dit un jour, mon petit gars, dans la vie, l'argent, ça se trouve toujours. Mais l'objet, ou tu en es propriétaire, ou tu le regrettes toute ta vie. Voilà, c'est ça les objets, c'est ça. Pour moi, c'est ça, Drouot. Et vous collectionnez vous-même ou... Oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai un petit côté brocanteur dans l'âme qui fait que... Puis on est tellement bien placé. Et vous préférez quoi? Enfin, collectionner quoi? Vous avez pas de... Je suis pas un collectionneur, je suis un collectionneur entre guillemets. Le vrai collectionneur, c'est la personne qui ne collectionne qu'une chose. C'est les armes, c'est les timbres, c'est les boules sulfure. Enfin, après, chacun a sa spécialité. Moi, je suis plutôt un généraliste. Je collectionne des objets qui me plaisent. Alors, on en vient un peu à l'évolution du métier de crieur parce que... on nous dit parfois que le métier de crieur est voué à disparaître. Qu'est-ce que vous diriez, enfin, si quelqu'un avait envie de devenir crieur, un jeune comme vous? Bienvenue. Et... il y a 47 ans, quand je suis rentré à Orsay, je me souviens d'un vieux crieur qui m'a dit « Qu'est-ce que tu viens faire là, mon petit gars? Le métier est foutu. » Déjà, il y a 45 ans? Oui. Et vous êtes encore là? Oui. Et j'ai passé, si c'était à refaire, je le referais, je signerais des deux mains, parce que franchement... Mais malgré l'avènement d'Internet ou Oui, des choses oui, comme ça? il y aura toujours un marché de l'art. Bien sûr que les métiers évoluent. Il faut aller avec son temps, mais je pense que le crieur a encore le droit d'exister et d'apporter quelque chose au commissaire-priseur pour qui il travaille, bien sûr. Qu'est-ce qu'il lui apporte selon vous? Il lui apporte quand même encore un lien avec la salle, un lien avec les professionnels, une aide dans tout ce qui se trouve, les entrées en salle, la disposition des salles, et puis même dans la façon de prendre les enchères, quand vous formez un couple, entre guillemets toujours, avec le commissaire-priseur, un commissaire-priseur et son crieur, quand ils travaillent depuis très longtemps ensemble, il y a une certaine affinité. Au son de la voix, on sait très bien où on en est. C'est un grand jeu, hein, les enchères, hein, c'est du théâtre. Il faut absolument amener à un moment donné les gens à acheter des objets à un certain prix. Le commissaire-priseur est là pour vendre le plus cher possible pour ses clients. Et en face de nous, on a des gens qui sont là pour les acheter le moins cher possible, parce que c'est leur métier. Et que derrière, il faut qu'ils les revendent. Pour une grande majorité des gens. Les acheteurs, on peut dire que c'est 80% des professionnels maintenant, depuis tout le temps. Donc il y a ce jeu permanent entre... C'est créer aussi le désir du coup de l'objet. De convaincre qu'il faut l'acheter. Convaincre par des petites phrases. Nous, on est un petit peu gouailleurs, on peut se permettre des petites tournures de phrases ou des petites choses que le commissaire-priseur, vu son statut, ne peut pas toujours le faire facilement. Nous, on est placé et on a l'habitude, on connaît en général 90% des gens qui sont dans la salle. On sait quand quelqu'un est dans la salle qui vient pour acheter tel ou tel objet en général, parce que c'est quand même des spécialistes. Les gens sont là pour acheter... les acheteurs de bijoux sont là pour les bijoux, les acheteurs de meubles arrivent en fin de vente pour les meubles, les acheteurs de tapis arrivent en fin de vente encore pour les tapis. Je vous dis, plus de 80% des gens qui achètent sont des professionnels, que l'on voit tous les jours. C'est un supermarché de l'objet d'art, Drouot, hein, à tous les niveaux. Est-ce que vous avez déjà envisagé de transmettre ce métier ou est-ce que c'est déjà le cas? Parce qu'apparemment, il y a une tradition dans le métier de passer le métier de père en fils. Moi, j'ai pas voulu. Ah ouais? J'ai 3 enfants, 2 garçons, 1 fille. Mon fils aîné est dans la pub. Ma fille, elle est dans l'événementiel. Et le dernier est dans la montée des sociétés d'aide à la personne. C'est-à-dire que moi, le métier, comme je l'ai fait moi pendant des années, je pense que le métier a beaucoup évolué. Et donc ça veut dire que c'est plus le métier que vous avez fait Non, mais c'est plus le métier. Le métier de commissaire-priseur n'est plus le même non plus que le métier de commissaire-priseur d'il y a 20 ans. Mais c'est pour ça que vous avez voulu stopper le... Vous avez voulu créer une grande lignée de crieurs d'une certaine manière. Oui, non, des lignées, j'avais pas envie que mes enfants... Et eux n'avaient pas envie non plus? Non, pas spécialement. Pourtant, ils ont toujours aussi un peu nagé dans les objets, parce que moi, je suis un boulimique d'achat, donc il y a toujours beaucoup de marchandises qui passent, qui revient, j'achète, que je revends, etc. Voilà, donc ils ont été habitués à être bercés dans les objets. Vous dites que vous avez une fille, mais donc ça pose aussi la question de la femme un peu dans le métier. Vous avez connu des crieuses apparemment? Oui, il y en a 1 ou 2 qui ont essayé. Notre métier a été pendant très longtemps, à l'époque où je vous dis, il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, on était obligé de traverser la salle en permanence. Les salles étaient noires de monde.
Physiquement, c'était pas facile. Moi, j'ai toujours trouvé, et je le redis, je l'ai dit pour France Culture, à l'époque, je trouvais pas que c'était un métier très féminin. L'évolution de la profession faisant que on a de moins en moins d'enchères dans la salle. Il y a beaucoup d'enchères sur Internet, ce sont des numéros de vendeurs qu'on vous annonce pendant la vente. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 études qui prennent des jeunes filles pour aller donner des étiquettes maintenant, pour s'occuper, pour faire, entre guillemets, le crieur. Mais le crieur, il y a 20 ans, non. C'était. D'ailleurs, il y a 1 ou 2 filles qui ont voulu le faire et qui ont très vite arrêté. Vous parliez du petit village à Drouot, j'ai complètement oublié de dire l'endroit où est-ce qu'on est. Parce que du coup, on est à la cave Drouot. Là, on est à la cave Drouot. Mais c'est aussi un... Ça fait partie des satellites de Drouot. Ça fait partie du restaurant où beaucoup d'études déjeunent le midi. Et ça fait surtout partie du bar avec sa terrasse où on vient souvent fêter, après les ventes, les résultats. Les bons résultats. Voilà. Où on traîne en terrasse en buvant en fonction des résultats, soit du rosé, soit du champagne, soit... C'est assez sympathique parce qu'en général... Toutes les études se retrouvent, les études qu'on fait des ventes dans la journée, et on se mélange avec les antiquaires qu'on a achetés pendant l'après-midi aussi, donc c'est un petit débrief sympathique. Il y a un ouvrage de Charles Pépin qui s'appelle « Quand la beauté nous sauve ». Alors, la question serait, est-ce que la beauté nous sauve? Dans le milieu du marché de l'art qui est quand même assez rude, est-ce que vous diriez que c'est la beauté qui vous sauve, la beauté des objets? Est-ce que c'est ça qui vous donne envie de continuer malgré peut-être les moments de rudesse dans le métier? Est-ce que c'est... J'ai toujours trouvé ce métier passionnant parce que, je vous ai dit tout à l'heure, on y découvrait énormément d'objets. C'est moins le cas maintenant? Il y a moins de marchandises qu'à une certaine époque. Il y a beaucoup moins d'objets qui arrivent en vente. D'ailleurs, on s'en aperçoit, les ventes sont moins fournies. Voilà, on en a énormément vendu. Et il y a de plus en plus d'études qui se créent à droite à gauche. On a le marché anglo-saxon qui nous a pris le haut de gamme, en grande partie malheureusement, alors qu'on est capable, aussi bien qu'eux, de vendre un bon tableau, un beau meuble, ou voilà. Moi je pense que c'est l'objet qui fait son prix, c'est pas les bouquets de fleurs qu'on peut mettre de chaque côté à une exposition ou des choses comme ça. Les objets ont un prix, et la beauté de l'objet, c'est très subjectif, parce que, je vous dis, c'est... Un objet qui vous plaît. Un objet qui vous plaît, il y a plein de choses qui peuvent vous plaire, il n'y a pas un critère général. Chaque objet a son attirance, a ses spécificités, a son... voilà, il y a les époques, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est bien du coup de rencontrer des gens comme vous, parce que nous, on oublie un peu le fait que quand on trouve un objet beau, on peut se laisser tout simplement traverser par la... Puis à la fin, il y a quand même, à la fin, malheureusement, il faut revenir les pieds sur terre, il y a un côté pécunier qui rentre en ligne de compte. Oui, malheureusement, mais... Moi, je sais que je suis tombé amoureux de beaucoup d'objets qui... voilà. Après, on dit, ah là là, ben oui, on a bon goût. Oui, on a bon goût. Mais malheureusement, de temps en temps, on n'a pas le compte en banque qui va avec. Heureusement, il y a des musées aussi, mais bon. Il faut que j'arrive à la question signature du podcast. Est-ce que, à vos yeux, vous exercez le plus beau métier du monde? Ah oui. Sans hésiter. Ah, sans hésiter. Sans hésiter. Je vous dis, si c'était à refaire, ça fait 47 ans que je fais ce métier. Maintenant, je continue parce que je suis en retraite depuis 3 ans, mais je continue parce que j'aime ça. Et si c'était à refaire, je le referais, oui. Et vous encouragez aussi des jeunes éventuellement, peut-être, mais si des jeunes avec un peu d'audace. Il faut avoir un peu de bagou, il faut avoir un contact assez facile avec les gens, et puis il faut aimer ça. Voilà. Alors après, il y a 2 solutions. Vous devenez crieur, vous devenez antiquaire. C'est un choix. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire comme autre métier. Que crieur. Si entraîneur de chevaux de course, peut-être. Ou moniteur de ski, justement. Ou moniteur de ski. Mais je suis trop vieux. Non, c'est trop vieux. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé de rien, cet entretien. C'était sympathique. Merci à vous. Merci. Voilà. C'était Les plus beaux métiers du monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Prise de son, montage, mixage, Inès Allard. Interview et écriture, Prudence Basset. Partenariat avec la maison de vente Evrard et Fabre.